Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. Avant la visite d'État en Arabie Saoudite prévue pour demain, le président chinois a publié un article dans les médias saoudiens disant que les deux nations doivent augmenter le volume de leur commerce bilatéral. Il appelle aussi à l'établissement d'une communauté sino-saoudienne de l'énergie et à l'intensification de la coopération pragmatique dans des domaines comme les infrastructures, les investissements et les hautes technologies. Il dit que la Chine salue l'adhésion de l'Arabie Saoudite à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures en tant que membre fondateur et pour parler en vue de l'établissement d'une zone de libre-échange Chine-Golfe. Il dit que la Chine est désireuse de travailler avec l'Arabie Saoudite à la promotion de la stabilité régionale et à l'interconnectivité à travers l'initiative Une ceinture, une route. Le président chinois souhaite également voir accroître les échanges de personnel à tous les niveaux et encourage les Saoudiens à visiter la Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a organisé une conférence de presse sur la visite prochaine du président Xi Jinping en Arabie Saoudite, en Égypte et en Iran. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Zhang Ming, a déclaré que la visite du président Xi au Moyen-Orient revêtait une grande signification, alors que la Chine cherche à renforcer l'engagement constructif avec la région. Il a déclaré que l'Arabie Saoudite était le premier fournisseur de pétrole brut en Afrique et en Asie de l'Ouest, et que la Chine constituait le second partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. Le président Xi rencontrera le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et participera à la signature d'importants accords de coopération. Le président Xi se rendra ensuite en Égypte, alors que cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques entre les deux. Le premier président chinois à se rendre dans le pays en 12 ans. Il rencontrera le président Abdel Fattah al-Sisi ainsi que le premier ministre et d'autres membres du cabinet. Lors de sa dernière étape, le président Xi se rendra en Iran et s'entretiendra avec son homologue Hassan Rouhani en vue de planifier le développement futur des relations bilatérales. Quelle est la position de la Chine sur les conflits actuels au Moyen-Orient ? Et quelle est sa vision des relations sino-arabes? Plus de détails dans ce reportage. Mercredi, la Chine a publié son premier document sur la politique arabe qui souligne sa vision officielle sur les relations sino-arabes. Selon la formule de la Chine 1 + 2 + 3, la coopération énergétique sera le cœur de la relation. La construction de l'infrastructure et la facilitation du commerce et de l'investissement seront les ailes soutenant ce cœur, tandis que le nombre 3 se réfère aux 3 progrès, une liste de souhaits pour la coopération future dans l'énergie nucléaire, les énergies nouvelles et propres et l'aérospatiale. Cependant, les conflits en cours et les disputes menacent la stabilité du monde arabe et la menace du terrorisme affecte le sentiment global. Voici 2 choses que la Chine n'a jamais fait et qu'elle ne fera jamais. La première, c'est une intervention militaire. La deuxième, c'est le soutien à l'un ou l'autre des côtés. La Chine essaie de garder de bonnes relations avec tous les pays au Moyen-Orient et fait des efforts pour mettre fin au conflit et arriver à des accords de paix. Du côté des questions plus générales, la Chine promet des négociations complètes sur un accord de libre-échange avec le Conseil de coopération du Golfe et propose de travailler sur des questions liées à la sécurité et au partage des renseignements. Lors de la prochaine visite du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite, les deux pays s'attendent à la signature d'une série d'accords liés à la coopération sous l'initiative d'une ceinture, une route, des technologies spatiales et d'aviation et du secteur énergétique nucléaire. La visite est saluée par de nombreuses entreprises saoudiennes qui souhaitent approfondir leur partenariat avec la Chine. La société Saudi Arabia Basic Industries Corporation, ou SABIC, basée en Arabie Saoudite, est l'un des plus grands producteurs pétrochimiques du monde et la plus importante entreprise publique d'Arabie Saoudite. L'entreprise attache une grande valeur aux 30 années de relations commerciales avec la Chine et possède 18 joint ventures sur la partie continentale chinoise. Dans l'intervalle, le PDG de SABIC pense que les relations entre son entreprise et la Chine se renforceront comme jamais. La Chine a toujours été l'un des plus importants marchés pour nous. Nous ne faisons pas que vendre des produits en Chine, nous essayons également de transformer cela en importantes usines. C'est une stratégie très importante pour nous qui reflète la force de notre entreprise à renforcer la coopération avec la Chine.
Le PDG de SABIC attend beaucoup de la visite du président chinois de cette semaine et pense que l'Arabie saoudite a beaucoup à apprendre de la Chine, en particulier en termes de transformation économique. Le PDG déclare que la délégation chinoise de haut rang envoyée à Riyad pour la visite d'État montre l'engagement de la Chine à construire des liens étroits. Nous sommes très heureux de savoir que des hauts représentants du ministère du Commerce et de la Commission nationale du développement et de la réforme feront partie de la délégation. Ils renforceront la coopération entre la Chine et l'Arabie saoudite dans de nombreux domaines. La Chine et l'Arabie saoudite ont développé une relation stable et une relation mutuellement bénéfique. Les deux pays coopèrent dans de nombreux domaines, tels que les infrastructures et les services de main-d'œuvre. Comme SABIC, de nombreuses entreprises saoudiennes cherchent à forger des liens commerciaux étroits avec la Chine. Aucun doute concernant l'aide du président chinois lors de sa visite officielle. 2 jours après l'accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions sur les entreprises iraniennes et les individus concernant les essais de missiles balistiques du mois d'octobre dernier. Pour le programme de missiles balistiques, et nous continuerons d'appliquer ces sanctions vigoureusement. Le dernier essai de missile iranien, par exemple, était une violation des obligations internationales et par conséquent, les États-Unis imposent de nouvelles sanctions sur les individus et les entreprises travaillant sur le programme avancé de missiles balistiques iraniens. De l'autre côté, les États-Unis et l'Iran ont réglé une revendication de longue date. Washington doit accorder à Téhéran 400 millions de dollars de fonds bloqués depuis 1981, plus 1,3 milliard de dollars d'intérêts. Le fonds faisait partie d'un fonds fiduciaire qu'avait utilisé l'Iran pour acheter des équipements militaires aux États-Unis, mais le fonds a été bloqué depuis des décennies suite au litige du tribunal des revendications Iran-États-Unis. L'Iran répond aux nouvelles sanctions décidées par les États-Unis contre son programme de missiles, disant qu'elles n'avaient aucun fondement légal ou moral. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Hossein Jaberi Ansari, a déclaré que les États-Unis vendaient pour des dizaines de milliards de dollars d'armes à leurs alliés du Moyen-Orient chaque année. Selon lui, ces armes sont utilisées pour commettre des crimes de guerre contre les Palestiniens, les Libanais et plus récemment les Yéménites. Le président iranien Hassan Rouhani avait déjà déclaré que son pays n'avait pas confiance dans un pays comme les États-Unis. Il y a toujours une réaction à une action. S'ils violent quoi que ce soit dans la mise en application de l'accord sur le nucléaire, des mécanismes sont là pour prendre le relais. Si les Américains agissent dans d'autres domaines que le nucléaire, ils recevront une réponse appropriée. Dimanche, Téhéran a libéré 4 Américains d'origine iranienne lors d'un échange de prisonniers. 3 d'entre eux sont partis pour une base américaine en Allemagne. Les États-Unis ont déclaré en contrepartie qu'ils offraient la clémence à 7 Iraniens détenus pour violation des sanctions. Des sources internes disent que les négociations de décembre sur les échanges de prisonniers ont retardé la mise en place des nouvelles sanctions contre l'Iran. Et lundi, le chef de l'AIEA, Yukiya Amano, est arrivé à Téhéran pour s'entretenir avec le président Hassan Rouhani. Ils parleront de surveillance et de vérification des engagements de l'Iran concernant l'accord nucléaire. Le second tour des pourparlers se tient en ce moment pour faire avancer le processus de paix afghan. Les négociateurs d'Afghanistan, du Pakistan, de Chine et des États-Unis se sont rencontrés à Kaboul lundi. Leur objectif était d'établir une feuille de route pour amener les talibans à la table des négociations avec le gouvernement afghan et enfin arriver à une solution politique au conflit dans le pays qui dure depuis des années. Le ministre afghan des Affaires étrangères, Salahuddin Rabbani, a déclaré durant la rencontre que les membres des talibans qui ont rejeté les discussions et poussé à faire la guerre seraient isolés. Il a ajouté que la paix en Afghanistan bénéficierait également au Pakistan et à toute la région. Et maintenant, un tour d'horizon des grands titres de l'actualité mondiale. N'est pas davantage un produit ou un... La ministre française de la Santé a indiqué qu'il n'y avait aucune raison d'annuler les essais cliniques de médicaments malgré l'hospitalisation de 6 cobayes et la mort de l'un d'entre eux. L'essai était mené par un laboratoire français pour la compagnie pharmaceutique Bial.
La ministre de la Santé a ajouté qu'elle aurait apprécié une alerte plus rapide, le laboratoire ayant attendu 4 jours avant d'informer les autorités de l'hospitalisation des cobayes. La société spatiale américaine SpaceX a tenté de faire atterrir sa fusée Falcon 9 sur une plateforme flottante de l'océan Pacifique, après la mise en orbite d'un satellite. Mais le premier étage de la fusée a cassé durant l'atterrissage. Il s'agit du 4e échec de la société, dont l'objectif est de réutiliser ses fusées. L'Open d'Australie vient de débuter. Et la BBC et le site BuzzFeed viennent d'annoncer que des documents secrets mettent en évidence un trucage à grande échelle de matchs de tennis. Selon ces médias, au cours de la dernière décennie, 16 joueurs auraient été signalés au comité d'éthique. L'ATP et l'Unité pour l'intégrité du tennis ont rejeté ces accusations. L'impact de l'affaiblissement du yuan sur le commerce extérieur chinois diminue. C'est ce que déclare le ministre chinois du Commerce Gao Huchang dans une interview accordée à CCTV. Il dit aussi qu'il ne s'inquiète pas du retrait de certains capitaux étrangers en Chine, car cela ne fait qu'illustrer l'amélioration de la structure économique du pays. La récente baisse du yuan a eu un impact limité sur les importateurs du pays en raison de la mise en place d'outils contre les fluctuations du taux de change grâce aux efforts du secteur financier. La réforme du taux de change du yuan a atteint un stade qui fait que le prix est largement déterminé par le marché. Avant, quand le taux fluctuait, les traders se plaignaient. Mais depuis que le marché prend ses propres décisions, les plaintes ont cessé car les gens savent qu'ils doivent se préparer à ces fluctuations plutôt que de toujours compter sur l'indexation au dollar. Monsieur Gao dit aussi que les investissements étrangers ont augmenté de 6% en 2015, malgré le fait que les industries les plus gourmandes en emploi quittent la Chine. Les industries des services et de la manufacture high-tech ont enregistré de bonnes performances, augmentant de 17 et de 9% respectivement. Quand nous avions juste ouvert notre marché, nous avions un avantage en termes de coût du travail et ces entreprises se déplaçaient en Chine d'ailleurs. Maintenant, avec la demande interne, la hausse du coût du travail et de la compétition, il est plus difficile de réaliser des profits. En conséquence, les entreprises étrangères changent leur stratégie. Toutefois, la plupart des entreprises étrangères ont toujours des perspectives positives en Chine. Et pour ce qui est de la demande chinoise en matières premières, M. Gao dit qu'elle est toujours à la hausse, malgré les pauvres performances du volume commercial total. La baisse des prix du pétrole et des matières premières fait gagner au pays 188 milliards de dollars et aide à faire baisser le coût de la vie en Chine. La Banque centrale chinoise a déclaré qu'elle prélèvera les réserves obligatoires sur les dépôts en yuan placés par les établissements financiers étrangers à partir du 25 janvier. Selon les analystes, près de 200 milliards de dépôts en yuan seront prélevés. Par conséquent, l'offre offshore en yuan sera réduite. Pour le moment, les taux de réserve sont à 0. Cette règle s'applique aux dépôts en yuan des établissements financiers étrangers placés dans des banques à l'intérieur du pays. Toutefois, sont exclus les banques centrales étrangères, les autorités monétaires, les organismes financiers internationaux ainsi que les fonds souverains. Certains analystes pensent que ce communiqué a pour but de modérer les engagements des institutions financières dans des activités de spéculation. Il n'y a plus qu'à attendre de voir quel en sera l'impact. La chute de la bourse fait que 2015 restera longtemps gravé dans les mémoires des boursicoteurs chinois et le regain de volatilité constaté depuis le début de l'année a poussé le président du gendarme boursier chinois à commenter la situation. De mi-2014 à mi-2015, les détenteurs d'actions chinois étaient heureux. La bourse a gagné environ 150%. Mais cette joie a brutalement laissé place aux larmes. La chute des cours, la panique et la baisse des liquidités ont pris le relais et l'indice de la bourse de Shanghai a perdu les 2/5 de sa valeur. Le président de la commission de régulation boursière considère que cette chute était inévitable. Ces fluctuations anormales signifient que les marchés de la Chine sont encore immatures.
Elles ont également révélé les failles du système de surveillance qui a été inefficace et incompatible avec la situation. C'est ce à quoi nous devons réfléchir. Nous devons approfondir les réformes et améliorer la supervision afin de réduire les risques et d'assainir le marché des capitaux. Et de préciser qu'à ses yeux, les marchés des capitaux servent à améliorer l'allocation des ressources et à soutenir l'économie réelle. Mais si les cours boursiers ne reflètent plus la valeur intrinsèque des entreprises, alors une bulle se forme et à terme éclate. Le marché des capitaux doit s'en tenir à son objectif de servir l'économie réelle. Nous devons contrôler les risques et juguler la spéculation. Dans cette optique, la commission de régulation boursière va s'attaquer aux délits d'initiés et aux manipulations boursières. La publication d'informations est une obligation pour les compagnies cotées. Certaines entreprises font de la rétention d'informations ou diffusent des informations trompeuses afin d'attirer les investisseurs. Au sujet de la réforme du système d'introduction en bourse, la Commission devrait mettre en place de manière progressive le nouveau système afin d'éviter la déstabilisation des marchés boursiers actuellement volatiles. Selon les dernières données du Bureau national chinois des statistiques, les prix de l'immobilier dans les grandes villes ont augmenté en décembre. 39 des 70 plus grandes villes ont vu les prix des nouveaux logements s'élever par rapport au niveau de novembre. Les prix dans les villes de deuxième et troisième niveau restent cependant stables, avec 27 villes connaissant une baisse des prix. Sur une base annuelle, les prix des logements ont connu une hausse moyenne de 7,7% en décembre, par rapport aux 6,5% en novembre. Selon les analystes, des mesures favorables telles que la hausse des taux d'intérêt et la réduction des versements d'acompte ont stimulé la hausse du marché. Le gouvernement chinois a encouragé l'accélération de la rotation des logements et les analystes prévoient que de nouvelles mesures seront prochainement lancées. Les prix des logements des villes de premier rang sont repartis à la hausse. Découvrons si cette tendance va se poursuivre cette année ou si elle n'est que passagère. La forte demande est le moteur de la reprise du marché immobilier dans les villes de premier rang. Malgré la récente hausse des prix, les habitants de Beijing estiment que les prix des logements vont continuer à augmenter. Je ne suis pas sûre pour la Chine dans son ensemble, mais je pense que les prix vont continuer à monter à Beijing, car les gens de tous les pays viennent s'installer à Beijing. Maintenant que la Chine assouplit sa politique de résidence, le hukou, je pense que Beijing va attirer un plus grand nombre de gens. Je pense donc que les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter à Beijing, en particulier dans le centre. Je pense que la demande est toujours plus forte pour l'immobilier. Plus vous achetez tôt, plus la marge d'appréciation des prix est grande. Je vais probablement acheter d'ici 2 ans. Mais pour les analystes, le secteur immobilier va subir de nombreux vents contraires en 2016, en particulier dans les villes de rang inférieur où l'offre est excédentaire. Le volume des transactions devrait légèrement diminuer en raison du décalage entre l'offre et la demande, ainsi que des chiffres élevés enregistrés en 2015. Nous pensons que le volume de transactions total pourrait diminuer de 0 à 5% sur l'année. Ceci car la reprise n'est pas généralisée. Elle est concentrée dans les villes de premier et deuxième rang. Mais dans les villes de premier rang, l'offre pourrait également décliner. En plus de la demande interne, les investissements étrangers dans le marché immobilier chinois restent forts. La Chine est la 3e destination des investissements immobiliers dans la région Asie-Pacifique, derrière le Japon et l'Australie. Et les investisseurs étrangers devraient se concentrer sur les villes de premier rang. L'argent qui arrive en Chine est très différent de ce qu'il était par le passé. Traditionnellement, les gens qui venaient en Chine exigeaient des retours sur investissement élevés, des risques élevés. Donc il y avait beaucoup d'opportunités pour les capitaux venant en Chine par le passé. Mais nous nous attendons à voir beaucoup d'investisseurs et notamment des investisseurs institutionnels venir en Chine mais se concentrer sur les villes de premier rang. Et d'ajouter que les restrictions du gouvernement ont pesé sur la demande dans les villes de premier rang. L'assouplissement des politiques immobilières pourrait donc soutenir cette demande, car en raison de la volatilité des marchés boursiers et du peu d'options d'investissement disponibles, l'immobilier reste un placement de choix. L'agence de presse chinoise Xinhua News fait savoir que le propriétaire de la librairie de Hong Kong qui était porté disparu depuis octobre est en fait un fugitif originaire de la partie continentale de Chine.
L'agence de presse ajoute que Gui Minhai s'est rendu de son propre chef à la police de la partie continentale de Chine l'an dernier. Il s'était enfui après avoir été condamné pour avoir causé un accident mortel. Voici le véhicule impliqué dans l'accident de la route meurtrier qui s'est produit dans la ville de Ningbo, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, en décembre 2003. Une étudiante avait perdu la vie après avoir été renversée par l'homme d'affaires Gui Minhai. Peu avant cet épisode tragique, l'homme participait à un dîner. Le test d'alcoolémie indique que Gui Minhai avait 1,14 mg d'alcool par millilitre de sang. On sait que 0,2 de milligramme d'alcool signifie une conduite sous l'emprise de cette substance. 0,8 mg indique une conduite en état d'ivresse. Le résultat de l'examen veut donc dire qu'il était ivre lorsqu'il conduisait à ce moment. En août 2004, après des mois d'enquête et de procès, le tribunal populaire intermédiaire de Ningbo a condamné Gui Minhai à 2 ans de prison et 2 ans avec sursis. Mais 3 mois plus tard, le condamné s'enfuyait à l'étranger. Son nom figure d'ailleurs sur la liste des fugitifs recherchés par la sécurité publique chinoise. Il n'a pas été appréhendé avant de se rendre en octobre dernier. Il déclare regretter sa décision, un choix qui l'a plongé dans la dépression et a fait endurer des années de douleur à sa famille. Je suis un fugitif. Je n'ai pas pu retourner dans mon pays pour voir mes parents. Ils avaient déjà 80 ans. Je n'ai même pas pu assister aux funérailles de mon père, mort d'un cancer. Ma mère est maintenant gravement malade, cela me fait souffrir. Je veux en profiter tant qu'elle est en vie. C'est pourquoi j'ai pris la décision de me rendre. Je souhaite prendre mes responsabilités et accepter toute sanction. Gui Minhai, qui est un ressortissant étranger, a également appelé à respecter son choix. Retourner dans mon pays et me rendre sont des actes volontaires, sans lien avec qui que ce soit. Je ne souhaite pas que des individus ou des organisations, dont la partie suédoise, soient impliqués ou interviennent à ce sujet. Bien que je sois porteur d'un passeport suédois, je me sens toujours chinois et mes racines sont en Chine. J'espère que mon choix puisse être respecté par la partie suédoise. Je souhaite que mon droit à choisir et celui à la vie privée puissent être respectés et qu'on me laisse faire face à cette question. D'après la police, Gui Minhai fait l'objet d'une enquête puisqu'il est également accusé d'autres activités criminelles. Le festival mongol traditionnel Nadam a commencé. Courses de chevaux, de chameaux et même concours de beauté de chameaux sont les principales attractions. Voyons cela tout de suite. Locaux et touristes bravent des températures de moins de 20 degrés Celsius pour profiter de la Winter Nadam Fair. Les courses de chevaux et de chameaux sont le clou du spectacle, avec des participants se disputant le 4000, 8000 et 10 000 mètres, et même le relais 4 x 2000 mètres. 140 chevaux y participent. Les visiteurs et les bergers aiment ces jeux malgré le froid. Mais les chameaux ne font pas que des courses, ils ont leur propre concours de beauté également. Et n'oublions pas les locaux. Ils participent, eux, à des compétitions de football, de tir à l'arc et de catch. Il y a un marathon aussi, ainsi qu'une compétition de ski. Le festival Nadam est célébré tous les ans en hiver et il dure 1 mois. Il est fêté pour célébrer les récoltes et prier pour la bonne fortune. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.